Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et place ce matin à un débat sur l'agriculture et plus précisément un débat sur la place de l'agriculture sur les marchés internationaux. Un débat qui s'est tenu la semaine dernière dans l'hémicycle à la demande du groupe Les Républicains. La discussion s'est largement centrée sur le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, très critiqué par de nombreux orateurs la semaine dernière, mais pas seulement. Il s'est aussi centré sur les importations dans leur ensemble. Notez par exemple l'intervention de Laurent Duplomb. Depuis 2000, les importations ont presque doublé. Un fruit et un légume sur deux sont importés. 25% du porc consommé en France est importé d'Allemagne ou d'Espagne. S'est-il alarmé? Face aux critiques, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a promis un grand travail sur l'étiquetage. Pas sûr que cela suffise à calmer la grogne des agriculteurs français. Ces derniers, à l'appel des syndicats que sont la FNSEA ou encore les jeunes agriculteurs, se sont aujourd'hui lancés dans une vaste opération de blocage. Leur grief, le glyphosate, le CETA et l'agribashing, tout le dénigrement dont leur profession fait aujourd'hui l'objet. Retour donc au débat la semaine dernière dans l'hémicycle. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, qui aurait pu penser que la force exportatrice de la France puisse un jour être mise en question? Eh bien, cette question, nous pouvons désormais nous la poser. Avec un excédent de la balance commerciale agricole divisé par 2 durant ces 5 dernières années, l'on peut aujourd'hui affirmer que si nous n'y ne prenons pas garde, nous constaterons notre premier déficit en 2023. Qui aurait pu penser que cette France agricole, qui à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale a réussi à produire non seulement suffisamment de denrées alimentaires pour son peuple, mais aussi à exporter ses produits dans le monde entier, tout comme son excellence en termes de qualité sanitaire et de savoir-faire, puisse devenir totalement dépendante des importations de l'agriculture d'autres pays. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et témoignent malheureusement d'un déclin de notre agriculture que nous sommes les seuls à connaître au niveau mondial. En effet, le nombre de personnes travaillant dans le secteur agricole et alimentaire est passé de 12 à 5,5% en 40 ans. La surface agricole a fondu de 17% en 60 ans, perdant l'équivalent de la région Grand Est. C'est moins vrai dans les autres pays européens, c'est l'inverse en Chine qui a augmenté sa surface de 1,5 fois et au Brésil qui l'a doublé. Encore, la production française stagne en volume alors que celle de nos concurrents européens augmente. Et c'est vrai dans toutes les productions, en viande bovine, en production laitière, équivalente aujourd'hui à 1984, avec un nombre de vaches divisé par 2, en céréales, tout en surface qu'en rendement. La France est le pays au monde qui a perdu le plus de parts de marché depuis 2000. Elle est passée de la 3e place en 2005 à la 6e place aujourd'hui. Quant à l'Allemagne, elle a progressé et l'Espagne et les Pays-Bas se maintiennent. En parallèle, de nouvelles puissances émergent, telles que la Pologne, le Brésil, la Chine et l'Inde. Les raisons de ce déclin sont multiples. Je n'en citerai que 3 qui démontrent tous les défauts de notre pays. Aussi, les 3/4 de cette érosion s'expliquent par un effet de compétitivité négative dû à le dumping social des pays européens concurrents. Le coût horaire du travail en France est 1,7 fois plus élevé qu'en Espagne et 1,5 fois plus élevé qu'en Allemagne. Ceci conduit à ce que le kilo de porc coûte 10 centimes de moins en Allemagne qu'en France, par exemple. Les charges de production connaissent une inflation plus élevée en France de 4 à 7% entre 2016 et 2019. L'alimentation animale, les engrais, l'énergie, les phytosanitaires coûtent plus cher qu'ailleurs et la loi Egalim va encore les alourdir. Une tendance à la surréglementation accentuée dans notre pays. Nous surtransposons sans cesse les normes européennes. Le dernier exemple est le glyphosate, autorisé 5 ans en Europe et interdit dans 2 ans en France. Ce simple exemple, sur le coût d'un kilo de pommes, sera de 10 centimes au kilo, alors que déjà la pomme polonaise se vend 2 fois moins cher que la française. L'OCDE classe aussi la France comme le pays où le degré d'exigence est bien supérieur aux autres en matière de normes environnementales. Et comme si cela ne suffisait pas, nous en rajoutons une couche tous les jours. Les zones de non-traitement ne sont que le dernier exemple. Tous ces éléments jugés, jumelés à l'agribashing, conduisent inlassablement à la perte de notre capacité de production. En laissant penser aux Français que notre agriculture n'est pas vertueuse, nous dégoûtons de plus en plus les producteurs, créant ce mal-être insupportable pour les agriculteurs.
Quelle profession accepterait de travailler dans cette ambiance délétère, conduisant un agriculteur à se suicider tous les 2 jours? Tout cela entraîne un recours massif à l'importation de produits agricoles, alors que nous pourrions très bien les produire chez nous. Depuis 2000, les importations ont ainsi presque doublé. Les chiffres sont désespérants. 1 fruit et 1 légume sur 2 sont importés. L'importation de produits laitiers a été multipliée par 2 entre 2005 et 2017. L'importation de volailles a connu une hausse de 37% sur la seule année 2017. 25% du porc consommé en France est importé d'Allemagne ou d'Espagne. Même le jambon bio est importé d'Espagne, alors qu'il y a encore quelques années, c'est la France qui vendait du porc à ces pays. En réalité, dans notre alimentation, nous consommons plus d'1 jour par semaine uniquement des produits importés. Ce constat est totalement paradoxal avec les messages que les médias véhiculent à longueur de journée à propos des produits locaux ou de la sécurité sur la provenance des produits. Ces importations portent sur des produits bas de gamme et nous les retrouvons surtout en restauration hors foyer. Elles représentent 60 à 80% de la viande de volaille et 75% de la viande bovine. À ce propos, je souhaite faire une parenthèse sur un concept à la mode que vous défendez, Monsieur le Ministre, la montée en gamme. Si nous ne nous y prenons pas garde, cette montée en gamme se traduira par 2 sortes de consommateurs. D'un côté, ceux qui auront les moyens de se la payer, et de l'autre, ceux qui constitueront la grande majorité, obligés de manger quasiment uniquement des produits importés. Pourtant, la France agricole a jusqu'à ces dernières années toujours su préserver l'équilibre entre les produits d'excellence, tels que les AOP, et les produits dits de commodité de tous les jours, avec une attention particulière à la qualité sanitaire qui les oblige à répondre à une multitude de normes. Alors, en ne réagissant pas face à ces voyants alarmants que sont le déclin de l'agriculture française et l'entrée de produits étrangers de plus en plus massifs, nous exposons les Français à plusieurs risques majeurs. Le risque de la qualité sanitaire des produits importés. Les éléments du rapport du groupe d'études sénatorial démontrent qu'un quart des produits importés ne respectent pas nos normes. Ces chiffres édifiants qui attestent de notre naïveté. Un autre risque est celui de scandales alimentaires. Comment expliquer aux consommateurs que la France doit changer de modèle et que ce changement passe par la consommation croissante de denrées importées du bout du monde pour lesquelles on a utilisé des produits interdits chez nous? Le risque de voir s'accélérer les volumes d'importation existe aussi. En effet, tous ces éléments favorisent un écart de compétitivité qui fera que les produits importés seront moins coûteux que ceux produits en France, créant ainsi une concurrence déloyale, car produits avec des standards totalement différents aux nôtres. Le risque de paradoxes insoutenables comme l'empreinte carbone entre un produit qui aura parcouru des milliers de kilomètres et celui produit dans l'une de nos nombreuses campagnes françaises. Et le risque de faire fondre encore le revenu des agriculteurs, car il faut le savoir, 25% de celui-ci est composé des exportations. Le risque aussi de détruire de plus en plus d'emplois en France. Comment, avec le bon sens paysan, expliquer que nous aurons à l'avenir détruit nos emplois et que nous aurons toujours les moyens financiers pour acheter notre nourriture ailleurs? Le risque de ne plus connaître l'autosuffisance alimentaire, alors que nous savons que la planète comptera bientôt 9 milliards d'habitants, faisant craindre d'éventuelles pénuries alimentaires. Il faut sauvegarder notre autosuffisance alimentaire et ne pas entraîner l'agriculture dans un déclin par démagogie verte. Pour conclure, je voudrais, Monsieur le Ministre, vous rappeler la phrase célèbre d'un de vos prédécesseurs, le surintendant Sully, en 1604. Nous retenons souvent le début de cette citation, mais la fin est tout à fait dans la droite ligne du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Je cite, « Labour et pâturage sont les 2 mamelles dont la France est alimentée, les vraies mines et trésors du Pérou.
Dans ce but, Sully proclame la liberté du commerce des grains et abolit un grand nombre de péages. Il ouvre des grandes voies de communication et fait creuser plusieurs canaux, dont le canal de Briare qui relie la Seine et la Loire. Il va pousser les paysans à produire plus que nécessaire afin de vendre aux autres pays. Pour cela, il décide d'augmenter la surface cultivée en faisant assécher des marais. Et afin de protéger les paysans, il interdit la saisie des instruments de labour. La citation est un peu longue. Il n'y a pas de pays... Excusez-moi, Monsieur le Président, mais le sujet est éminemment important. Il n'y a pas de pays digne de ce nom sans paysans. Alors aujourd'hui, je tire solennellement la sonnette d'alarme sur cette situation. Les décisions de demain sur les normes, sur les traités de libre-échange seront lourdes de sens et auront des conséquences irréversibles sur l'avenir de la France. Désormais, nous sommes face à nos responsabilités. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Monsieur le sénateur Duplon, d'abord je veux remercier le Sénat d'avoir fait ce rapport qui est très intéressant. Je l'ai lu, j'ai lu l'ensemble de ces extraits et je dois vous dire que je partage beaucoup de ces conclusions, beaucoup. Simplement, il aurait peut-être valu dans ce rapport, après ces constats, dire dans quelle direction voulons-nous aller. Or, je vais vous le dire, malheureusement, ce n'est pas dans le rapport. Et la deuxième chose que je vois, c'est que je suis d'accord que vous disiez qu'il y a eu beaucoup de difficultés entre 2011 et 2017. Ce que je constate, c'est que les plus grandes difficultés sont sur les 10 dernières années. Et je vais vous donner les chiffres tels que vous les avez. Donc ce n'est pas ça du tout le sujet. La France est un grand pays agricole. Moi, je ne suis pas Sully parce que ce n'est pas la France de 1600 qui m'intéresse. C'est la France de demain, la France qui va continuer à se développer. Le premier point que je voudrais signaler, c'est tout simplement qu'après la Seconde Guerre mondiale, parce que faire un peu d'histoire, je ne redescendrai pas jusqu'à Sully, mais jusqu'à 1947, on a demandé aux paysans français, à la France agricole, de nourrir la France et de nourrir l'Europe. C'est ce qui explique que la France s'est énormément développée en termes agricoles et agroalimentaires. Mais évidemment, et c'était excellent, mais évidemment, en 1947, 48, 49, 50, l'Allemagne n'était pas un pays agricole. L'Autriche n'était pas un pays agricole. Et la Pologne n'était pas dans les commerces avec nous. Or, une fois que l'Allemagne a pris sa puissance, dans les années 60-70, une fois que les pays de l'Est ont pris leur développement économique et leur puissance économique, alors forcément, il n'y avait plus la France et le reste du monde, mais il y avait le multilatéralisme agricole et des pays partout en Europe et dans le monde qui étaient nos concurrents. Et à partir du moment où on crée l'Union européenne, d'abord la CE, le marché commun, à partir de là, on ouvre à la concurrence le secteur agricole comme d'autres. Et évidemment, nous sommes en concurrence avec nos amis, nos voisins. C'est une réalité et forcément, et là c'est la faute à personne, mais forcément, notre balance commerciale a des difficultés à être à ce niveau-là parce que nous ne sommes plus les seuls. Nous ne sommes plus les seuls sur Terre. Et donc l'objectif que souhaite faire ce gouvernement dans la lignée de ce qui a été fait ces dernières années, c'est tout simplement que notre agriculture soit de plus en plus compétitive et que nous continuions à exporter dans un climat totalement différent, avec une concurrence qui n'est absolument pas la même qu'elle ne l'était au siècle dernier, voire après. Vous avez raison, Monsieur le sénateur Duplon, Mesdames et Messieurs, le solde commercial de l'agriculture se dégrade. Ça fait 10 ans. Moi, quand je suis arrivé, j'ai vu 2 points très négatifs dans notre agriculture. La balance commerciale, dont les uns et les autres, tous les ministres, j'ai regardé l'ensemble de mes prédécesseurs des 2 derniers quinquennats. Tous mes prédécesseurs, quelle que soit leur sensibilité politique, à cette tribune et à celle de l'Assemblée nationale, se sont vantés, se sont targués que l'agriculture française avait une balance du commerce extérieur positive. Tous, sans aucune exception. Sauf que cette balance du commerce extérieur, petit à petit, elle diminuait. En dehors de l'année dernière, pour une question d'exportation du blé, notamment dans les pays arabes et dans le Maghreb, où on a gagné 1,5 milliard de balance de commerce extérieur, et tant mieux, globalement, cette balance diminue. Ça ne peut pas continuer comme cela. Et nous avons plusieurs sujets face à nous qui sont essentiels. Le premier, c'est celui évidemment de la Chine. 17 ans d'embargo
de la viande en Chine. Les routes de la Chine sont ouvertes. On n'a toujours pas réussi à lancer l'export de viande bovine. Nous avons, si je puis m'exprimer ainsi, la chance d'avoir une grande maladie qui est la peste porcine africaine en Chine. On croise les doigts, je pense que nous avons tout fait, tous ensemble, pour qu'elle n'atteigne pas la France. Mais au bout du compte, le cours du porc qui était à 1,10 ou 1,15 est monté à 1,60, peut-être à 1,80, et nous exportons en Chine, et c'est très bien. Mais il faudrait faire pareil pour la viande. Or, alors que les Chinois attendent 100 000, 200 000 tonnes de viande à exporter, à importer, nous en sommes aujourd'hui à quelques dizaines, quelques centaines. Nous ne sommes pas à la hauteur de cet export. Et si nous faisions cela, je pense que les choses pourraient aller. Puis le deuxième sujet, c'est tout simplement aussi que nous n'arrivons pas, alors c'est lié à l'export, mais c'est aussi une conséquence, nous n'arrivons pas en France, dans les restaurants, dans la restauration commerciale ou dans la restauration hors foyer, à produire des produits alimentaires qui viennent de chez nous. Dans les restaurants en France, il y a en gros 75 à 80% de viande étrangère, et dans la restauration hors domicile, le chiffre est encore plus important. Si nous arrivions, et comme nous souhaitons le faire, à nous bagarrer pour changer cela, alors nous pourrions essayer de faire bouger les choses et nous serions un peu moins dépendants de la balance du commerce extérieur, mais il n'empêche que c'est quand même quelque chose de très important. Et donc notre objectif, c'est de promouvoir les productions agricoles à 3 niveaux, au niveau français, au niveau européen et au niveau international. Je répondrai, je suppose, sur les questions tout à l'heure, sur la concurrence, sur l'étiquetage. Je ne vais pas forcément y aller maintenant dans l'introduction, mais nous avons réussi, je pense, à soutenir les filières en difficulté. Vous dites dans votre rapport, vous citez notamment la différence comment on appelle ça, de dumping fiscal économique par rapport nos pays à côté. Le TODE a été maintenu. Vous indiquez dans votre rapport de façon transitoire, forcément, parce que le budget, il est annuel. Mais enfin, cette année, il y aura encore le TODE. Et je pense que l'année prochaine, il y sera encore. Nous maintenons aujourd'hui l'exonération totale pour les agriculteurs. Ce sont les seuls, la plus grande niche fiscale, c'est l'exonération totale du gasoil non routier, 0% de la TICPE, contrairement au monde économique autre. Oui, bien sûr, mais c'est très important. Et l'agriculture ne l'a absolument pas. Et c'est ce qui permet de compenser cela. Et puis, quand vous dites dans les distorsions, il y a évidemment 2 sujets, moi, qui me tiennent à cœur. C'est celui de l'eau et c'est celui de l'assurance, sur lequel nous voulons absolument mettre pour que l'agriculture française ne soit pas en grande difficulté par rapport à nos concurrents. Troisièmement, je pense qu'il faut éviter d'opposer compétitivité, exigence environnementale et sociale et qualité. Je pense que cette opposition, elle est passéiste. Aujourd'hui, l'agriculture, si on veut qu'elle se développe, il faut que ce soit une agriculture qui soit connectée, qui soit compétitive, dans laquelle la recherche et l'innovation soient au cœur de ce travail-là. Si nous ne faisons pas cela, je pense que nous n'avons rien compris à l'agriculture. Mais parallèlement à la compétitivité, à l'innovation, au fait d'exporter, nous avons besoin de mettre en place cette transition agroécologique qui est absolument essentielle. La montée en gamme, ce n'est pas moi, contrairement à ce que vous avez dit, qui l'ai dit, c'est les conclusions des États généraux. Mais j'ai conscience de ce que vous dites. La montée en gamme ne résout pas tout. Il y a des filières dans lesquelles c'est absolument indispensable si nous voulons être compétitifs par rapport aux pays à côté. Et il y a des filières, ce n'est pas la montée en gamme qu'il faut, c'est simplement l'organisation et être compétitif sur le marché intérieur. Enfin, par rapport au dumping que vous évoquiez, il y a évidemment, et je parlerai tout à l'heure des accords commerciaux, je suppose, dans les questions, il y a l'aspect mondial, j'en parlais à l'instant, mais il y a l'aspect européen. Aujourd'hui, nous sommes dans un seul et même marché, nous sommes dans l'Union européenne. Or, ce que nous constatons depuis des années, c'est que nos concurrents, les pays du Sud, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, qui utilisent énormément de travailleurs détachés, fait qu'aujourd'hui, ils nous envoient des produits agricoles et alimentaires moins chers en France que ce que nous les produisons. C'est tout le travail que nous voulons mener. Le travail, ce n'est pas de baisser nous-mêmes et d'être à leur niveau, c'est de faire monter l'ensemble. C'est la volonté du Conseil européen, c'est la volonté, je sais, du Parlement, et c'est un travail que nous devons mener qui est absolument indispensable. Mais opposer à la fois la compétitivité et l'exigence environnementale, je pense que ça ne peut pas être le cas parce que nous avons besoin de cela. Et depuis 10 ans, je le disais, la balance du commerce extérieur diminue, mais il y a autre chose qui diminue, c'est la formation des jeunes. En 10 ans, nos lycées agricoles se sont vidés de leurs jeunes.
Et alors, à partir de là, il ne faut pas s'étonner si on n'arrive pas à avoir de nouveaux apprenants. Nous avons essayé, on en parlera peut-être tout à l'heure, de relancer cela, et je crois que nous sommes en train d'y arriver. Voilà ce que je pouvais dire tout simplement dans l'introduction. Et comme il y aura des questions, j'aurai l'occasion de développer le reste. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Dans la suite du débat, chaque orateur dispose de 2 minutes maximum pour présenter sa question, avec une réponse du gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de 30 secondes supplémentaires à condition que le temps initial de 2 minutes n'ait pas été dépassé. Premier orateur, Monsieur Daniel Gremillet pour le groupe Les Républicains, pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, le 14 mars dernier, la Cour des comptes européenne a une nouvelle fois pointé du doigt les faiblesses des systèmes de contrôle et de surveillance des produits bio, relevant que sur l'ensemble des produits bio analysés au niveau de l'Union européenne et provenant de pays tiers, les parcours de seulement 40% ont pu être tracés jusqu'aux producteurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas capable au niveau communautaire d'assurer la transparence et la traçabilité des produits que nous importons. En parallèle, la direction de la concurrence et des fraudes constatait que 17% des contrôles physiques sur les produits issus de l'agriculture biologique importés du pays tiers étaient non conformes en 2017. Et constitue une vaste tromperie vis-à-vis des consommateurs qui s'attendent lorsqu'ils achètent des produits bio. Je prends l'exemple des produits bio parce que dans la loi Egalim notamment, nous avons voulu mettre en avant les produits bio dans les cantines en particulier. Et aujourd'hui, quand je dis il y a la tromperie, les consommateurs s'attendent à acheter effectivement des produits locaux, et alors qu'ils les achètent globalement 150% plus cher que les produits équivalents traditionnels. J'aurais 2 questions. La première, alors que la stratégie française semble consister à un alourdissement toujours plus important du cahier des charges des produits agricoles français, comment comptez-vous garantir que chaque denrée alimentaire destinée in fine à la consommation humaine ou animale provenant d'un pays tiers correspondant strictement aux standards français et européens de production? Monsieur le ministre, vous avez voté d'ailleurs avec nous l'application de l'article 44 que le Sénat a inscrit dans la loi Egalim, mettre en place une vraie réciprocité et une capacité de contrôle pour les importations. La deuxième question, c'est la même chose pour les produits bio, à un moment où nous avons une définition européenne. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Monsieur le sénateur, cher Daniel Gremillet, je crois que nous pouvons quand même nous dire qu'en France, nous avons la chance d'avoir une police sanitaire plutôt compétente, plutôt efficace et globalement, je suis désolé de dire ça, mais plutôt meilleure que nos voisins. C'est pour ça qu'il y a tant de pays voisins qui viennent voir comment nous fonctionnons. Et le souhait de la France, c'est justement qu'au niveau européen, nous créions une task force, ça doit être du patois vosgien, mais une équipe sanitaire qui puisse aller investiguer dans tous les pays. On s'est aperçu, suite à l'arrivée en France de 800 kilos de viande polonaise avariée et en tout cas détournée, que nous avons les services, en moins de 72 heures, ont été capables de les identifier. Donc ça, c'est la première chose. Je pense qu'il faut faire attention, c'est pas ce que vous faites, mais de ne pas toujours montrer du doigt ou dénigrer, parce que notre police sanitaire, elle est plutôt assez forte, elle est là. C'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche parfois, c'est de faire trop de contrôles. C'est aussi ce que j'entends ici ou là. Après, vous en venez au bio dans les cantines et à la loi Egalim. Le bio dans les cantines, c'est exactement le même niveau que pour le Grenelle de l'environnement. On n'a pas monté en 20 ans ou en 15 ans, on n'a pas monté d'un pourcentage. 50% de produits SICO, dont 20% de bio, c'est-à-dire que c'est même un peu moins que ce que nous avions voté ici même pour le Grenelle de l'environnement. Mais où vous avez raison, entièrement, et là je vous soutiens, c'est qu'il y a besoin de traçabilité et d'explication sur ce que sont ces produits et comment ils sont produits. Aujourd'hui, on a certains de nos concitoyens qui pensent que lorsqu'on fait du bio, on ne traite pas, par exemple. Il faut aussi regarder les traitements qui sont faits avec le bio. Et donc, par rapport à cela, j'aurai peut-être l'occasion de continuer tout à l'heure, nous allons continuer à vérifier ce qui se passe dans tous les produits. J'aurai l'occasion de répondre tout à l'heure à une question sur les pourcentages. Le ministère ne partage pas le pourcentage de 25% qu'évoquait le rapporteur, dont je donnerai des chiffres tout à l'heure. Mais la traçabilité sur les produits bio, c'est la même que nous voulons que sur tous les produits alimentaires. Merci, Monsieur le Ministre. Merci bien. Il y a une demande de réplique ? Oui.
Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, chers collègues, vous nous avez dit, Monsieur le ministre, mais dans quelle direction voulez-vous aller? La réponse du Sénat, elle était très claire. Nous l'avons décidé ensemble, de dire simplement, on ne peut pas imaginer, vous avez parlé plusieurs fois de la compétitivité, etc. Et on est en permanence de sortir du modèle européen dans lequel on demande aux paysans français d'être en compétition. Il ne faut pas mentir aux paysans, il ne faut pas mentir aux consommateurs. Il faut rassurer les paysans et rassurer les consommateurs qu'effectivement, ce qu'on décide en France, c'est bien ce qu'ils auront dans l'assiette et c'est bien sur cette base-là qu'ils seront rémunérés. Collègues, la parole est à Monsieur Montaugé pour le groupe socialiste pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, dans le contexte de ratification par les parlements nationaux d'accords commerciaux comme le CETA, le débat proposé par nos collègues du groupe LR est bienvenu. À quelles conditions le haut niveau d'exigence normative demandé aux agriculteurs et aux industriels de l'agroalimentaire français peut-il contribuer au développement de nos exportations? C'est la question générale qui vous est posée, Monsieur le Ministre, et je voudrais l'illustrer à partir de certains enjeux du CETA. Pour les producteurs et les industriels, la prise en compte des normes sanitaires et environnementales des produits échangés est fondamentale dans le modèle alimentaire européen. Elle est un facteur important de la compétitivité française. Par exemple, en matière de sécurité sanitaire et phytosanitaire et de respect du principe de précaution, les bovins sont nourris au Canada de fourrages composés notamment d'ingrédients interdits dans les élevages européens. Des hormones, des farines animales, des antibiotiques activateurs de croissance et des OGM. À cela s'ajoute le fait qu'une centaine de pays membres de l'OMC ont appelé l'Union européenne en juillet dernier à reconsidérer son approche en matière de réglementation des pesticides, jugée excessivement restrictive au commerce et qui leur porterait un préjudice disproportionné. Même si l'UE a rappelé que le niveau de protection de la santé de sa population ne pouvait être compromis, tout comme le respect du principe de précaution, la tentation est forte de ménager les partenaires commerciaux, d'édulcorer ou de reporter des mesures ambitieuses pour la sécurité et la santé des consommateurs européens. Afin de préserver et de développer les positions à l'export de l'agriculture et de l'agroalimentaire français, comment et sur quel point, Monsieur le Ministre, le gouvernement entend-il faire des concessions sans sacrifier les principes de qualité et de protection auxquels sont attachés nos concitoyens? Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, la volonté du gouvernement français, comme la vôtre, c'est de protéger le consommateur et c'est de développer l'agriculture, c'est bien évident. Mais il faut toujours être sur les deux. Le principe de précaution, on en pense qu'on en veut, mais il faut qu'il soit maintenu. Il est interdit aujourd'hui d'importer des animaux de l'étranger qui sont nourris avec des farines animales d'animaux morts. Ça, c'est absolument sûr. Il n'y en a pas. On les contrôle. J'aurai l'occasion de répondre tout à l'heure. C'était simplement pour préciser ça. L'Union européenne interdit l'importation de viande traitée aux hormones. Alors s'il y en a qui rentrent, c'est qu'il y a de la fraude et c'est qu'on n'est pas assez puissant. Et ils ne doivent pas, parce qu'on fait des contrôles. Et les denrées alimentaires d'origine... Oui, on l'a vu, et ça marche très très bien. Et moi, ce que je souhaite quand même, c'est faire attention à ce que les parlementaires n'essayent pas de contribuer eux aussi à l'agribashing en disant toujours que rien ne va et qu'il n'y a aucun contrôle, parce que je pense que ça serait dommage. Et les denrées alimentaires ne doivent contenir aucun résidu de médicaments vétérinaires. Et nous essayons de le contrôler là aussi. Alors après, si on ne croit pas au contrôle, ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et dire qu'il n'y en a pas assez, encore faudrait-il savoir à partir de combien nous partons. Il y en a, nous pensons qu'il y en a assez. Et chaque fois qu'une filière, quelqu'un nous demande, les services français font les contrôles. Alors évidemment des contrôles documentaires, évidemment des contrôles, on ne va pas contrôler tout ce qui rentre en France. Je ne crois pas que ce soit la volonté des uns et des autres. Mais la question que posait le sénateur, c'était par rapport notamment aux accords commerciaux et au CETA. Bon, je sais que nous avons une divergence là-dessus, de fond ou de forme. Le CETA, je ne vais pas recommencer le débat, il a été démarré sous Nicolas Sarkozy, acté sous François Hollande et en train d'être validé sous Emmanuel Macron. Bon, qu'après tout le monde ne soit pas favorable, ça c'est un autre sujet, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, le CETA n'est pas encore mis en place. L'accord commercial n'est pas encore fait et les accords avec le Canada existent déjà. Donc voilà, nous essayons de contrôler les denrées qui rentrent en France le mieux possible, je préciserai tout à l'heure. Merci, Monsieur le Ministre. Chers collègues, une réplique?
Merci, Monsieur le ministre de l'Agriculture, pour votre réponse. Je souhaite aussi attirer votre attention sur la participation de l'État français à travers le secrétariat général aux affaires européennes au Codex Alimentarius. On n'en parle jamais de cette affaire-là. Elle a son importance parce que c'est un dispositif normatif qui touche à la qualité des produits agricoles et alimentaires. Et enfin, pour terminer, je voudrais également attirer votre attention sur le risque que pourrait constituer la nouvelle gouvernance de la PAC en matière de subsidiarité dans le domaine du verdissement. Il y a là aussi un risque d'accentuer la concurrence entre États membres de l'Union européenne. Ça serait rajouter de la difficulté à la difficulté. Je souhaitais attirer votre attention là-dessus. Merci bien. La parole est à notre collègue Labbé pour 2 minutes. Monsieur le ministre, mes chers collègues, cela a été dit, l'agriculture française souffre d'une concurrence que l'on peut qualifier de déloyale de la part de pays moins exigeants sur le plan tant social qu'environnemental. Une part bien trop importante de notre alimentation est importée, avec des conséquences sur la qualité des produits et sur les revenus de nos agriculteurs. Pour autant, la réponse ne peut en aucun cas résider dans l'affaiblissement de notre réglementation qui protège à la fois la qualité de notre alimentation, notre environnement, mais aussi la santé tant des citoyens que de nos agriculteurs. Au contraire, je fais partie de ceux qui défendent même le renforcement de ces exigences. Pour moi, une part de solution à la problématique qui nous est posée aujourd'hui réside dans la relocalisation de l'alimentation. Il s'agit d'une attente sociétale profonde qui a besoin d'être soutenue et accompagnée par les pouvoirs publics. Or, on constate trop souvent des signaux allant dans le sens contraire. Le vote du CETA, monsieur le ministre, par l'Assemblée nationale en fait partie. Les accords de libre-échange entraînent, on le sait, une course au prix toujours plus bas et au moins 10 ans. À l'opposé, les projets alimentaires territoriaux constituent, j'en suis convaincu, un outil efficace pour créer des dynamiques de territoire de relocalisation. Ces projets alimentaires territoriaux sont encore trop peu nombreux et souffrent d'un manque de moyens. Pourtant, cette animation territoriale est plus que jamais nécessaire, notamment depuis que la loi Egalim prévoit un objectif de 50% de produits de qualité et 20% de bio en restauration collective d'ici 2022. Alors, monsieur le ministre, ma question est la suivante. Dans le cadre du prochain projet de loi de finances, soutiendrez-vous une augmentation significative du budget des projets alimentaires territoriaux, notamment en vue d'atteindre les objectifs de la loi Egalim concernant la restauration collective? Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, monsieur le sénateur. Je vous réponds immédiatement, monsieur Labbé, mais j'avais oublié de parler du Codex Alimentarius tout à l'heure, la question qui était posée par le sénateur Montaugé. En mars prochain, monsieur Montaugé, la France présidera le Codex Alimentarius en France. Nous sommes présidents du comité de principe et nous allons évidemment y travailler. Monsieur Labbé, non, je ne soutiendrai pas au prochain budget, mais le Parlement votera ce qu'il aura à voter. Je ne soutiendrai pas au prochain budget l'augmentation budgétaire sur ce sujet parce que, je l'ai déjà dit l'année dernière, je considère qu'il y a assez d'argent. Aujourd'hui, ça ne peut pas être toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ce n'est pas avec plus d'argent qu'on avancera dans cette direction, mais c'est avec plus de volonté. Et je pense que les projets alimentaires territoriaux peuvent très bien se mettre en place, tels qu'ils ont été décidés dans la loi Egalim. Et je pense que nous pouvons aller dans cette direction. Mais je crois vraiment qu'il faut que nous, ensemble, que nous disions et nous répétions sans cesse, bien sûr qu'il y a des difficultés, bien sûr que l'agriculture parfois ne va pas très bien. Mais enfin, pour la troisième année consécutive, la France a décerné le prix de meilleure agriculture la plus durable du monde. Pour la troisième année consécutive. Et nous, on va se battre la coupe, on va continuer à pleurer que notre agriculture n'est pas la bonne. Enfin, c'est ça aussi ce qu'il faut dire. C'est pas rajouter toujours plus de contraintes, c'est pas rajouter toujours plus de normes. Il ne s'agit pas de rajouter des normes, mais disons ensemble que notre agriculture, elle est résiliente, elle est forte, elle doit aller plus loin, mais c'est la plus durable du monde depuis 3 ans. Si nous ne disons pas ça, alors comment on va remonter le moral aux agriculteurs et à tous ces gens? Est-ce qu'on peut dire une bonne fois pour toutes, encore, pas pour toutes, que l'alimentation française, elle est sûre, elle est saine, elle est tracée, elle nous est enviée par l'Europe entière. Et par rapport à ce que disait M. Duplon tout à l'heure, il ne faut pas l'agriculture pour les riches et l'agriculture pour les pauvres. Parce que l'agriculture qui vient de l'industrie agroalimentaire, elle est aussi bonne que l'autre.
il y a des circuits courts, il y a les industries agroalimentaires, et il faut que tout le monde y retrouve son compte, mais surtout qu'à tout niveau de la chaîne, il faut que l'alimentation elle soit saine, elle soit sûre, elle est tracée, et c'est le cas de l'alimentation française. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Labbé pour réplique. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Monsieur le Ministre, vous ne serez pas surpris de ma déception par rapport à votre réponse. Les projets alimentaires territoriaux sont des outils extraordinaires de relocalisation et il y a besoin de donner les moyens pour cela. Si on veut limiter les importations, eh bien, il faut gagner les marchés nationaux et en particulier locaux. Alors que nous importons, ça a été dit, plus de 40% de notre consommation de viande de volaille, alors qu'on est un pays exportateur de volaille, alors qu'on subventionne par de l'argent public des usines à volaille, des grands poulaillers usines de volaille encore aujourd'hui, ça ne tient plus et on doit être cohérent. Il faut se donner les moyens de notre politique. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Rossan pour le groupe La République En Marche pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nos concitoyens sont aujourd'hui de plus en plus attentifs à leur mode de consommation. Ils souhaitent pouvoir contrôler et maîtriser les produits dans leur assiette en connaissant leur provenance et leur mode de production. L'étiquetage des produits a été une avancée considérable. Il a permis d'assurer une traçabilité effectivée selon des normes françaises et européennes. Il a également permis de sécuriser le consommateur dans ses choix. Depuis quelque temps, les applications mobiles fleurissent parallèlement pour répondre à ce besoin d'information et de traçabilité. De consommateur à consomme-acteur, la responsabilité sociale et environnementale de notre consommation est devenue un acte citoyen. Grâce à des outils divers et variés, le consommateur s'émancipe des produits et des modes de vie que le marché avait pu concevoir pour lui. Il devient autonome dans ses choix et contribue in fine à la régulation de la société de consommation. Il devient un véritable acteur de marché. Ma question, Monsieur le Ministre, est par conséquent la suivante. Comment pouvons-nous accompagner nos agriculteurs, nos producteurs, face à cette révolution numérique tout en respectant le choix du consommateur d'être informé? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Madame la sénatrice, cette question elles sont toutes importantes d'ailleurs, mais celle-ci, elle l'est particulièrement sur l'alimentation. Je pense que nous avons 2 sortes de travaux à faire. La première, disons-le tout de go, c'est d'informer et d'éduquer le consommateur. Moi, je veux bien entendre tous les jours ceci et cela sur l'alimentation, sur les choix, etc. Mais ce que je voudrais, c'est que les gens qui écrivent, qui font des tribunes, etc., lorsqu'ils poussent leur chariot en grande surface, fassent l'acte patriotique du patriotisme économique, du patriotisme alimentaire, du patriotisme agricole. Et ça, c'est très important. Or, tout le monde ne le fait pas. Bon. Donc ça, c'est le premier point. C'est tout le travail que nous menons dans les lycées agricoles. Nous changeons l'ensemble des programmes, et notamment pour travailler sur l'alimentation, qui est une donnée essentielle. Mais la deuxième chose, c'est qu'en admettant que le consommateur veuille faire cet acte de patriotisme agricole, économique et d'autosuffisance alimentaire, encore faut-il qu'il puisse le faire. Or, malheureusement, on constate qu'il n'y a pas assez d'informations sur les produits, il n'y a pas assez d'étiquetage. Nous l'avons lancé déjà au niveau européen, nous avons obtenu jusqu'en 2020 une expérimentation nous permettant, notamment sur le miel et sur d'autres produits, d'avoir l'expérimentation sur l'étiquetage, mais la France veut poursuivre ce travail à l'échelle européenne et à l'échelle purement purement nationale, pour qu'on sache d'où ça vient. Moi, vous savez, je ne fais pas les courses beaucoup, à part l'été quand on est en congé comme vous toutes et vous tous. Quand on va dans un supermarché, quand on regarde les produits et qu'on dit là, avec l'octogone bleu, blanc, rouge, fait en France, et qu'on voit à l'intérieur que simplement ce qui a été fait, c'est quasiment que le paquet et un petit peu de sel et de poivre qui a été mis alors que la viande vient totalement de l'étranger, c'est pas acceptable. Et c'est pour ça que nous voulons faire un vrai travail sur l'étiquetage en relation avec le Parlement. Ça va tanguer, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais il faut que le consommateur soit informé et que l'agriculteur puisse dire ben, ce produit-là, moi je ne le soutiens pas, mais celui d'à côté, il vaut peut-être 3 centimes de plus ou je sais pas quoi, mais moi je le veux. Donc nous lançons ce grand travail sur l'étiquetage. Merci madame. Merci, Monsieur le Ministre. Chers collègues, une réplique ?
Je vous remercie de ces informations et j'espère que de toute façon, tout le monde suivra parce que je pense que la traçabilité est aujourd'hui très importante pour le consommateur, mais elle doit se faire aussi en fonction de ce qui est produit et des producteurs et que l'équilibre soit respecté. Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Gay pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, moi aussi je remercie notre collègue Laurent Duplomb pour ce débat. Bon, il y a 2 faits d'actualité lorsqu'on parle d'agriculture en ce moment. La première, on pourrait parler de la question de la libéralisation du secteur et le pendant, c'est une paupérisation accrue du monde agricole. Et la deuxième question, c'est le libre-échange. Vous êtes un fervent défenseur des traités de libre-échange. Vous l'étiez ici quand vous étiez sénateur, vous l'êtes maintenant en tant que ministre de l'Agriculture. D'ailleurs, je demande, quand c'est qu'on ratifiera le CETA, puisque ça devait être à l'ordre du jour le 4 novembre et nous apprenons que ce n'est plus à l'ordre du jour. Quelle en est la raison, Monsieur le Ministre? Est-ce que c'est parce qu'on sent que dans le monde agricole et la population française, le débat est en train de prendre et que vous savez qu'ici, vous pourriez être retoqué? Quand c'est que nous aurons à nous prononcer? Et puis la deuxième question, quand on parle de libre-échange, il y a évidemment les questions sociales, environnementales, et puis il y a une question que les consommatrices et consommateurs se posent, c'est la question de la traçabilité. Et vous avez une fable, vous voulez nous la raconter, que de toute façon les contrôles seront suffisants. Sauf que nous venons d'avoir, en juillet dernier, un rapport aussi sénatorial, peut-être que vous ne le savez pas parce que vous ne nous avez pas répondu, mais sur le rapport des faux steaks. Et quand il y a un marché public passé par vos services, France Agrimaire, dans un marché intra-européen, c'est-à-dire avec une entreprise polonaise, on s'est aperçu de quoi? Que les 10 000 carcasses, on était dans l'incapacité de dire si elles étaient polonaises, néo-zélandaises, brésiliennes ou même canadiennes. Alors comment vous pouvez nous faire croire que demain, avec le libre-échange, avec 13 traités internationaux, vous pourrez nous assurer la traçabilité de tous les biens? Je vous le demande sincèrement, est-ce que c'est une fable ou est-ce que vous y croyez véritablement? Merci. Merci. Monsieur le Ministre. Merci, monsieur le député. J'y crois fermement, dans la mesure où les applaudissements, là, ont montré que... Monsieur le sénateur, que j'ai dit? Pardon. Que les applaudissements sur tous les bancs, monsieur le sénateur, ont montré que vous étiez tous favorables à cela, mais je veux simplement vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de traités de libre-échange qui sont signés, et pourtant, les questions que vous posez, elles existent. Elles existent. Donc arrêtons de toujours faire peur. Le Mercosur ne sera pas ratifié, vous le savez. Le CETA, j'ai plutôt le sentiment qu'il ne devrait pas être ratifié dans cette Assemblée. J'ai à peu près compris cela, j'en sais rien. Bon, pas être grand clair pour le voir. Bon, mais alors, mais ce dont vous parlez, ça existe. Donc aujourd'hui, et sur tous ces bancs, peut-être pas vous qui avez toujours été opposés au traité de libre-échange. Donc vous avez, mais je pense que sur les autres groupes ont plutôt été favorables au traité de libre-échange. Mais exactement, mais au traité de libre-échange qui puisse être régulé. Mais c'est la réalité quand même. Aujourd'hui, tout le monde est contre le CETA, mais toute cette partie-là de l'hémicycle est pour les traités de libre-échange. C'est quand même une réalité. Donc les contrôles doivent se faire. L'appel d'offres que vous évoquez sur les faux steaks, vous savez très bien que c'est pas cela. D'ailleurs, on est en train de remonter l'ensemble de la pas dire la filière, mais l'ensemble du système pour voir comment on peut passer de nouveaux appels d'offres. Vous savez très bien que ce n'est pas le ministère de l'Agriculture qui a passé cela sur les faux steaks. Et je n'ai pas le temps de répondre, mais simplement par rapport à ce que disait tout à l'heure, par rapport à ce que disait tout à l'heure M. Duplomb. Sur 3113 lots d'animaux vivants contrôlés, 30 sont non conformes. Sur 39 583 d'origine animale, 315. Sur 2721 d'aliments pour animaux d'origine non animale, 4. Je pourrais continuer. Donc ce que nous avons, nous, par rapport à votre rapport, c'est que nous, vous dites, vous êtes de l'ordre de 25% de produits non conformes. Nous, oui, je suis désolé, la Cour des comptes. Nous, dans nos... je me rappelle que vous n'avez toujours pas toujours pris pour argent comptant les rapports de la Cour des comptes, M. Carucci. Sauf que je peux vous dire que nous, c'est 20 fois moins par rapport à vous. Donc il va peut-être contrôler les choses, parce que les contrôles qui sont faits par le ministère de l'Agriculture, ce n'est pas 25%, mais c'est 1%. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Gay pour une réplique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je n'ai pas de problème que sur mon temps de parole, vous répondiez à mon collègue Duplomb. Je partage une chose avec lui,
c'est que vous êtes en train de construire une agriculture et une alimentation à deux vitesses. Il y aura ici la montée en gamme et ceux qui pourront se le payer, et de l'autre côté, la majeure partie des gens qui devront acheter à manger au prix le plus bas et dans des conditions environnementales les plus sévères. Et en réalité, vous n'avez pas répondu sur le fond, parce que vous le savez, la question de la traçabilité, vous ne pourrez pas la faire, c'est impossible. Et en plus, vous n'y mettez pas les moyens dans la question des contrôles. Donc c'est une fable qu'on est en train de raconter. On ne fait pas peur. C'est en réalité, aujourd'hui, déjà une réalité, y compris dans le marché intra-européen. Voilà la réalité. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Menonville pour le groupe Les Indépendants pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, s'il y a bien un secteur où la France n'a pas à rougir d'être comparée à ses voisins, c'est bien l'agriculture. Notre pays est de loin le premier producteur de l'Union européenne tant pour la production végétale qu'animale. Nous devançons largement l'Allemagne et l'Italie, nos deux principaux compétiteurs européens. L'image de l'agriculture française et de notre agroalimentaire est excellente à l'étranger. Elle contribue au rayonnement international de notre pays. Notre filière dégage depuis plusieurs décennies des excédents qui soutiennent notre balance commerciale, laquelle demeure malheureusement structurellement déficitaire. Comme l'aéronautique, la chimie et le luxe, la filière agricole donne à la France de solides arguments à faire valoir sur la scène internationale. Cependant, cette position se fragilise et la situation se dégrade dangereusement. Alors que nous étions encore 3e exportateur mondial il y a 15 ans, nous avons rétrogradé à la 6e place. Ce recul s'articule en outre avec une augmentation continue et significative des importations, et notamment intra-européennes. À ce rythme, la France pourrait connaître donc son premier déficit commercial agricole en 2023. C'est parfaitement impensable. Il est urgent d'enrayer cette tendance avant que notre agriculture ne décroche pour de bon. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour améliorer la compétitivité de notre agriculture et pour lutter contre les surtranspositions de normes européennes et les mesures franco-françaises qui freinent notre compétitivité? À quand un choc de compétitivité pour soulager nos agriculteurs et leur permettre de lutter à armes égales avec leurs homologues européens? Nos agriculteurs n'ont pas peur de la compétition, mais ils veulent pouvoir concourir avec les mêmes règles ou au moins avec des règles équitables. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Menonville, il n'y a aucune volonté du gouvernement de surtransposer quoi que ce soit, aucune volonté de mettre les boulets aux pieds des agriculteurs et de l'agriculture. Bien au contraire, c'est essayer de la libéraliser le plus possible. Vous voyez bien, sur tous ces sujets, entre deux questions qui se suivent, vous êtes totalement dans une position opposée. Mais c'est bien normal. Ce que nous voulons faire de l'agriculture, c'est de les moyens fiscaux, je l'ai évoqué tout à l'heure, avec la baisse des charges sans précédent pour les agriculteurs. Sans précédent. Les exonérations de TO2 que l'on a remis en plus, je vous le dis, l'épargne de précaution, le grand plan d'investissement. Et puis, nous travaillons sur le pacte productif, parce que pour répondre à Laurent Duplon, évidemment, nous voyons bien que notre balance commerciale est en train de se dégrader. Et donc, le président de la République nous a demandé de travailler sur la mise en place du pacte productif, notamment pour les industries et les entreprises agroalimentaires, qui ont d'énormes problèmes de recrutement, énormes problèmes pour avancer. Donc, monsieur Menonville, il n'y a absolument pas la volonté de mettre des boulets aux pieds. Nous voulons que la compétitivité soit la plus forte possible. Nous travaillons à l'échelle européenne afin que l'Europe monte en gamme dans la même direction. Nous avons fait un pas sur les travailleurs détachés il y a 1 an et demi. Tout le monde disait que ce ne serait pas possible, et il faut la 2e étape des travailleurs détachés. Et puis ce que nous voulons évidemment, c'est ne pas importer l'alimentation, l'agriculture que nous ne voudrions pas produire en France. C'est tout le travail que nous faisons dans les contrôles que nous allons faire sur le CETA. Nous avons fait l'année dernière 100 000 contrôles. Alors certains nous disent que c'est beaucoup trop, d'autres c'est pas assez, mais M. Gay, il n'est pas là. 100 000 contrôles. Nous avons 100 personnes qui s'occupent de ces contrôles. Et là, rien que pour le Brexit, pour éviter que rentrent en France des produits que nous ne voulons pas, nous avons au budget cette année, nous aurons 300 contrôleurs sanitaires supplémentaires.
300 supplémentaires, qu'on ne me dise pas qu'on ne fait pas de contrôle. Mais voilà, la compétitivité, il y aura encore du temps pour qu'on arrive à ce qu'elle soit la plus équitable possible à l'échelle de l'Union européenne. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Ferrat pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Alors que la France était le second exportateur mondial de produits agricoles dans les années 90, elle se place aujourd'hui à la 6e place. Les parts de marché détenues dans le monde sont passées de 7,7 en 2000 à 4,8 en 2015. Ainsi, la France affiche en 10 ans le plus fort recul mondial. Or, certains concurrents directs de la France, européens, maintiennent leur position, tels que l'Allemagne et les Pays-Bas. Je n'évoque pas le CETA ou le Mercosur, je ne rappellerai pas les surtranspositions des normes en France et les surcroîts de charges et de contraintes administratives subies uniquement par les Français. Je veux rappeler avec force le rôle primordial des consommateurs pour soutenir les agriculteurs, éleveurs et viticulteurs français. Même si la désinformation va grandissante, entre l'agribashing et les approximations scientifiques des journalistes en herbe, les consommateurs doivent savoir que la France a la meilleure agriculture du monde. L'indice de durabilité alimentaire a donné en 2018 la note de 76,100 sur 100. C'est-à-dire qu'elle est la numéro 1 mondiale, Monsieur le Ministre, pour la 3e année, vous nous l'avez dit. La ferme France produit les meilleurs produits agricoles. Informons les clients pour qu'ils les achètent. J'ai par exemple signé la pétition européenne Eat Original afin de rendre obligatoire la mention d'origine sur les produits alimentaires. Enfin, j'estime que laisser à des produits étrangers qui ne respectent pas les normes environnementales ou sociales imposées à nos agriculteurs, le libre accès à nos étals est une concurrence déloyale. Si on joue au même jeu, mais pas avec les mêmes cartes, la partie est perdue. Seulement ici, il ne s'agit pas d'un jeu, car tous les 2 jours, un paysan français se suicide. Informer, éduquer, avez-vous dit, Monsieur le Ministre, mais quelle stratégie, au-delà de l'enseignement agricole, allez-vous adopter pour faire connaître aux consommateurs la performance et la haute qualité de l'agriculture française et enfin lui donner la place qu'elle mérite? Merci, cher collègue. Monsieur le Ministre. Oui, merci, Madame la sénatrice. Votre question ressemble un peu à celle de Madame Rossan, mais elle va beaucoup plus loin. Oui, non, mais elle va beaucoup plus loin, je dis. Donc, d'abord, par rapport à ce que vous disiez sur les suicides, il y a un film qui est en train de sortir, là. L'année dernière, c'est plus de 300 agriculteurs qui se sont suicidés. Donc arrêtons de dire un jour sur 2 ou je ne sais trop quoi. Nous sommes en train de travailler avec la MSA sur cette situation. C'est pas uniquement pour des raisons agricoles, évidemment, on regarde tout cela. Mais moi, ce que je veux, moi, ce que je veux, sérieusement, par rapport il y en a d'autres, hein, les policiers et autres, mais nous travaillons beaucoup avec la MSA. Nous avons un groupe qui est en place pour veiller à cela, parce que ça ne peut pas être acceptable. Je l'avais dit quand j'ai été nommé, j'aurais réussi mon passage si, quand j'arrête, il y aura moins de suicides que quand j'ai démarré. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'est plus acceptable que cette coupure entre le rural et l'urbain soit aussi forte. Et une des raisons, une des réponses à votre question, que je partage 100% de tout ce que vous avez dit, c'est de faire en sorte peut-être que les urbains arrêtent de considérer les ruraux comme cela, arrêtent de traiter les paysans d'empoisonneurs, de pollueurs, arrêtent de les montrer du doigt, parce qu'à un moment, ça sera irréversible. Et ça, c'est un vrai sujet. Et ça doit tous nous interpeller. Ce n'est pas un problème de sensibilité politique, ça doit tous nous interpeller. Enfin, le travail que nous voulons faire sur l'étiquetage, sur l'origine des produits, elle est absolument essentielle. Aujourd'hui, nous avons besoin de mettre sur le marché des produits agricoles français qui sont achetés par les Français. Parce que la concurrence, si on regarde très objectivement, certes, il y a la concurrence mondiale, mais notre première concurrence à 95-97%, c'est de la concurrence interne à l'Union européenne. Le dumping social, le dumping fiscal, de la concurrence déloyale dont vous appelez déloyale, est à l'intérieur de l'Union européenne. Donc le travail que nous devons faire, c'est la montée des agricultures européennes. Parce qu'au niveau mondial, je pense que nous pourrons y arriver. Nous ne voulons pas importer une agriculture que nous ne voulons pas produire en France. Mais au niveau européen, nous avons cette montée à faire. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Raison pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question rejoint ce que vous venez de dire. Vous savez que l'hebdomadaire The Economist est de renommée mondiale. Il nous a quand même classé pour la 3e année consécutive le modèle agricole et alimentaire le plus durable.
Je souligne aussi qu'en matière d'utilisation de phyto à l'hectare, nous sommes en 9e position, c'est-à-dire loin derrière l'Allemagne, l'Italie, des pays très connus. Et pendant ce temps, le gouvernement, votre gouvernement, demande aux agriculteurs français de bouillir plus blanc que blanc en permanence. Et c'est aussi une des raisons du désarroi des agriculteurs. Parce qu'en effet, les échanges sont principalement intra-européens. Et ce que souhaitent les agriculteurs, c'est que les distorsions de concurrence, en dehors du CETA et des autres les échanges européens, sociaux et économiques, soient limités. Donc ma question est simple, Monsieur le Ministre. Que comptez-vous faire pour que ces distorsions de concurrence inadmissibles à l'intérieur même de l'Europe continuent de s'accentuer, non seulement parce que certains pays prennent du retard, mais parce que nous voulons bouillir plus blanc que blanc. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Monsieur Raison, je ne peux pas être d'accord avec vous quand vous dites nous voulons bouillir plus blanc que blanc. Non, mais je suis désolé, Monsieur le Président Bizet, vous êtes trop expérimenté en Europe pour dire que ce n'est pas la réalité. Vous le savez très très bien. Dans chaque Conseil des ministres de l'agriculture depuis des années, la volonté, c'est d'arriver à faire monter tout le monde au même niveau, qu'il n'y ait pas de distorsion. Quand nous parlons, il y a encore 15 jours en Finlande, sous présidence Finlande, quand nous parlons de pesticides, quand nous parlons de transition agroécologique, quand nous parlons de bien-être animal, c'est tous les pays européens qui en parlent. Pourquoi ? Parce que moi, ce qui m'inquiète, et pour prolonger la question de Mme Ferrat, moi, ce qui m'inquiète, c'est la coupure qui pourrait être définitive entre les citoyens, ce qu'on appelle la société civile, et le monde agricole. Et ça, je ne le veux pas. Parce qu'il y a assez de paysans qui se font sortir de leur tracteur lorsqu'ils épandent. Il y a assez de paysans qui se font insulter parce qu'ils disent « vous empoisonnez mes gosses ». Il faut faire très attention. Donc, je vous le disais tout à l'heure, il ne faut pas opposer compétitivité, innovation, recherche et transition écologique. Si nous faisons ça, nous n'en sortirons pas. Donc, nous ne voulons absolument pas bouillir plus blanc que blanc. Il n'y a pas un sujet en France, il n'y a pas un sujet où nous voulons aller plus loin que les autres. Nous sommes en avance, il faut garder cette avance. La sortie du glyphosate au 1er janvier 2021, ça a été dit, c'est une volonté. Toutes les filières, d'ailleurs, c'est écrit dans tous les contrats de filière. Mais le président de la République a très bien dit, nous ne laisserons aucune filière sans solution. L'Allemagne vient de dire 2022, je crois. L'Autriche a dit 2021. Vous savez très bien que tous les pays d'Europe, y compris les pays d'Europe centrale et orientale, vont s'orienter pour la sortie du glyphosate en 2023. Mais ce n'est même pas ça le sujet. Le sujet, c'est sommes-nous capables d'avoir une agriculture la plus durable du monde ? Et il n'y a que les Français qui ne le savent pas. Une agriculture qui fasse dans le pays le lien et qui ne fasse pas d'opposition. C'est tout l'enjeu que nous avons à faire aujourd'hui. J'essaie de me battre là-dessus tous les jours. Nous devons tous le faire. Parce que si nous n'arrivons pas à faire comprendre à nos concitoyens que notre agriculture, c'est une des plus durables du monde, si ce n'est la plus durable, et que notre alimentation, elle est bonne, je crois que nous allons avoir des soucis pour arriver à faire un vivre ensemble entre la ville et les campagnes. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Raison. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes sûrement pas loin, si loin que ça, l'un de l'autre, Monsieur le Ministre. Mais comment expliquer aux Français que l'agriculture est la plus durable du monde, pendant que tous les jours, vous répétez qu'il faut changer de modèle agricole? Comment voulez-vous faire monter à notre niveau les principes de concurrence des autres pays européens si nous, on monte plus vite qu'eux ne peuvent monter? C'est comme ça qu'on continue de créer, d'accentuer les distorsions. Donc nous ne sommes pas forcément complètement en désaccord, mais sur le discours, oui, mais sur les actions, non. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Jasmin pour le groupe socialiste pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'agriculture française est en très grande difficulté, mais il s'agit d'abord des difficultés rencontrées par des hommes et des femmes qui ont choisi de travailler dans ce domaine. Confrontés aux normes européennes, aux contraintes environnementales, au coût de la main-d'œuvre et du matériel, à la concurrence déloyale des filières informelles, sans aucun contrôle de la qualité des produits concernés, aux difficultés de trésorerie, à la lourdeur et contraignante réalité administrative, aux risques naturels majeurs, aux maladies répétées et successives de nombreuses filières, bovines, volailles, porcines, qui ont aussi contribué à l'élimination intégrale de cheptels, aux problèmes sanitaires qui en découlaient et au désespoir de beaucoup d'agriculteurs, allant jusqu'à la faillite et quelquefois même au suicide de certains d'entre eux. À cela s'ajoutent les pratiques récentes des véganes. Entre la peur, l'intimidation, le métier d'agriculteur n'attire presque plus. Les conséquences de certaines pratiques ont des impacts sur notre santé. Et nous devons protéger nos concitoyens
parce que nous ne pouvons plus accepter que ce soit les lobbies qui décident et orientent la pertinence de nos choix. À cela s'ajoute, pour les Outre-mer, une volonté de votre part de tout détruire. En effet, vous avez décidé d'éliminer l'ODEADOM, l'Office du développement de l'économie agricole des Outre-mer, malgré les difficultés et le recul de notre agriculture. Monsieur le ministre, quelles sont vos ambitions pour l'agriculture française en général et pour les Outre-mer en particulier? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, merci pour vos deux questions. Vous dites que le métier d'agriculteur n'attire plus. C'est vrai qu'il a été en difficulté, il n'a pas trop attiré. Nous sommes passés, j'en suis très fier, nous pouvons tous l'être, après tout le travail que nous avons fait sur l'aventure du vivant, à moins 4000 élèves inscrits dans les lycées agricoles par an, à plus 500 cette année. Ça faisait 10 ans que ça baissait. Nous avons réduit la baisse, arrêté la baisse, et ça recommence parce que nous voulons faire des primes au choix, il faut nous en réjouir. Sur l'agriculture en Outre-mer, il y a une grosse volonté de ce gouvernement dans le développement de l'Outre-mer et notamment de l'agriculture. Nous avons fait encore un comité interministériel il y a de cela quelques temps. Mais je ne veux pas éliminer l'ODEADOM. Et je parle sous l'autorité de l'ancien ministre. Je veux simplement de l'efficacité de l'agriculture en Outre-mer. Et il est absolument anormal que l'Outre-mer ne soit pas quasiment dans beaucoup de filières en autosuffisance alimentaire alors qu'elle a tout pour réussir. Et moi, ce que je veux, c'est enlever des strates administratives et rajouter de l'efficacité politique et de développement agraire dans tous les Outre-mer. Et la volonté de ce gouvernement, c'est de faire en sorte que les agences indépendantes, entre guillemets, de moins de 100 équivalents temps plein soient récupérées à l'intérieur des ministères. Ça sera le cas au niveau de France Agrimaire. Et moi, je veux redonner le pouvoir politique aux élus des Outre-mer. Je veux redonner le pouvoir politique aux présidents de chambres d'agriculture. Les présidents de chambres d'agriculture d'Outre-mer ne sont pas les exécutants de la politique nationale, ce sont les pilotes du développement de la politique agricole en Outre-mer. Et j'en ai parlé au président de la chambre de votre territoire, et nous allons aller dans cette direction. Aujourd'hui, il n'est pas possible que, alors on parlait d'autosuffisance alimentaire, que l'Outre-mer soit dans un tel état de dépendance avec l'ensemble des voisins. Il faut créer des filières animales en Outre-mer, il faut créer de vraies filières maraîchères et céréalières. Il y a la possibilité, ça donnera de l'emploi, ça donnera de l'activité économique et ça permettra aux habitants des Outre-mer de s'alimenter encore mieux qu'ils ne le font aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Madame Jasmin, pour réplique. Monsieur le ministre, je vous entends, mais je voudrais souhaiter vraiment que des efforts soient faits et que l'ODEADOM, qui était une structure quand même qui travaillait avec l'intégralité des filières, qu'elle puisse poursuivre son travail. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Luche pour 2 minutes. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. On a eu l'occasion d'en parler précédemment, mais je vais vous faire part d'un scoop. Notre agriculture française n'est pas concurrentielle. En termes de prix, nous sommes toujours plus chers que les autres pays. En effet, charges trop lourdes, coût de la main-d'œuvre, prix des mises aux normes, prix des carburants, etc. etc. Et pourtant, s'il y a bien un domaine où l'agriculture est compétitive, c'est sur la qualité de ses produits. Les normes françaises, il est vrai, souvent contraignantes et surtransposées, assurent la sécurité alimentaire et le respect des êtres vivants. Elles garantissent aussi, disons-le, une agriculture avec moins de produits phytosanitaires qu'ailleurs. Alors, il est plus que nécessaire de communiquer sur la qualité de nos produits et d'afficher distinctement la provenance des aliments. Cela nécessite de clarifier l'étiquetage, nous en avons parlé, et cet étiquetage doit être lisible et transparent pour les consommateurs, en particulier sur les produits transformés. Et ces vendeurs d'afficher la provenance française des aliments, même les industriels commencent à s'y mettre. Dans mon département, Monsieur le ministre, nous avons accueilli la semaine dernière dans l'Aveyron. Cela fait 10 ans que nous sommes saisis du sujet, avec le logo fabriqué en Aveyron, dont le premier salon, qui a été un véritable succès, s'est tenu ce week-end. Pour qu'un produit soit estampillé fabriqué en Aveyron, il faut au moins 50% des matières premières proviennent de l'Aveyron, de ce département. Ainsi, les consommateurs savent qu'en achetant des produits avec ce logo, ils sont sûrs de la provenance de leurs achats. Et par cette action d'achat, ils soutiennent l'emploi des agriculteurs, des producteurs et des transformateurs du département. Vous comprenez, Monsieur le ministre, que l'étiquetage des produits peut tout changer
dans notre agriculture. Alors, est-ce que vous envisagez de faire évoluer les pratiques sur l'étiquetage des produits et surtout des produits transformés? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Bien, merci, monsieur le sénateur. À travers votre question, on s'aperçoit, je pense, que nous avons tous le même objectif. Tous. C'est que l'agriculture française, demain, se développe, soit la meilleure possible. Elle permette de rémunérer ses agriculteurs et d'avoir de plus en plus de jeunes qui s'installent. Parce que, je ne sais pas sur une question sur l'installation, enfin, le vrai problème, c'est qu'on va avoir en gros 150 000 agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse les remplacer par 150 000 jeunes. Donc il faut y espérer. L'année 2018 a été l'année où il y a eu le plus d'installations. Plus de 12 000 installations. C'est bon signe, mais est-ce que ça suffit? Et cela montre bien aussi qu'il y a plusieurs agricultures. Tout à l'heure, on débattait sur la montée en gamme ou pas. Est-ce que ça va être pour de l'alimentation à 2 vitesses? Ben non. Dans l'Aveyron, quand vous faites les signes de qualité, quand vous faites vos propres signes de qualité, les Vôtres, Ségala, le Roquefort, etc., ben c'est de la montée en gamme qui va bien. Vous faites de la vente directe, vous exportez, et tant mieux. Et puis il y a des secteurs pour lesquels on ne peut pas faire cela. C'est aussi simple que ça. Et moi, j'ai souvent tendance à dire, il n'y a pas une agriculture française. Il y a des agricultures françaises. Et il faut toutes les développer. Demain, je vais au sommet de l'élevage à Cournon. Quand on regarde tout le bassin allaitant là-bas, ils n'ont fait que de la montée en gamme. Et aujourd'hui, ils ont leur propre marque, et c'est par leur propre marque qu'ils arrivent à exporter. Bien sûr qu'ils souffrent. Donc il faut à la fois la montée en gamme, il faut à la fois les labels, les signes de qualité, il faut des marques spécifiques, et parallèlement, il faut que l'ensemble de l'agriculture puisse se développer. Et c'est la raison pour laquelle, je reviens à nouveau sur l'étiquetage, ça me semble absolument essentiel. Vous n'avez même pas besoin en Aveyron de l'étiquetage. Ça marche déjà comme cela. Mais ça sera un plus. Mais il y a plein de secteurs où il y en aura vraiment besoin. Et pour toutes les agricultures, si on a vraiment un étiquetage clair, alors je pense vraiment, et on pense tous la même chose, que ça permettra d'être plus performant sur le marché commercial. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Moret-Richaud pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'article 44 de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous précise un certain nombre d'interdictions en matière de consommation humaine ou animale. Or, la production française est loin de satisfaire nos besoins alimentaires, pas plus que la production européenne d'ailleurs. Alors que chaque Français consomme en moyenne 9 kilos de pâtes par an, nous importons massivement du blé dur, faute de semences adaptées et de surfaces agricoles dédiées. Un blé dur acheté par les industriels de l'agroalimentaire, prioritairement au Canada, premier producteur de blé dur mondial. Or, vous n'êtes pas sans savoir, sans ignorer, que le blé dur canadien est pulvérisé à l'herbicide avant récolte, de façon à être plus rapidement récolté. C'est une pratique peu répandue chez nous, mais très courante outre-Atlantique. Il en est de même pour les produits d'importation d'origine animale, dont le nombre explose puisqu'on enregistre une progression de plus 87% en France depuis 2000. C'est pourquoi je vous serais reconnaissante, Monsieur le Ministre, de bien vouloir m'indiquer quel dispositif aux frontières intra- et extra-européennes a été mis en place pour garantir aux consommateurs qu'aucun résidu de produits chimiques et de substances interdites n'est présent dans ces produits alimentaires d'importation. Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, je l'ai dit, je crois, tout à l'heure au sénateur Montaugé, je pense, l'Union européenne est très claire. L'Union européenne n'accepte pas l'importation de produits qui ne sont pas aux standards et aux normes de l'Union européenne. C'est tout le travail que nous devons mener pour être sûr que nous arrivons à le faire. Et vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, nous importons trop de l'extérieur. Et là encore, je me permets de le dire à ceux qui posaient les questions tout à l'heure. Là, il ne s'agit pas de traiter du libre-échange, il ne s'agit pas d'accords commerciaux. Ça se passe aujourd'hui, ça se passe depuis des années, hors tout traité et hors tout traité de libre-échange. C'est pour ça que parfois, ce n'est pas ce que vous avez fait, mais il faut savoir un peu raison garder et poser les choses. Nous travaillons dans 2 directions. La première direction, nous avons vraiment l'intention de mettre en place un vrai plan
protéines végétales français et européens afin d'arriver à notre autosuffisance protéinique en France et en Europe. C'est absolument indispensable. Au niveau européen, c'est en train de prendre. Nous n'avons pas encore de majorité affirmée, mais je pense que nous allons y arriver. Par contre, en France, nous le décidons. Et au début du mois prochain, je pense, au nom du gouvernement, je lancerai ce plan protéique qui est indispensable. Plutôt que d'importer du tourteau américain ou je ne sais trop où, tourteau de soja, autant nous-mêmes. Et quand je dis il faut changer, tout à l'heure Michel Raison m'interrogeait là-dessus, il faut changer notre agriculture, mais il faut la changer pour peut-être faire autre chose. Et si nous arrivons à plus avoir de protéines végétales, eh ben, ça ira dans le même sens et dans le bon sens de notre autosuffisance. Et puis sur votre question principale, sur le blé dur que je connais par cœur, évidemment, aujourd'hui il y a beaucoup de nos concitoyens qui mangent des pâtes, ils mangent des pâtes qui sont produites avec du blé dur, peut-être du blé dur qui vient d'ailleurs, et du blé dur qui vient qui a été traité différemment. Donc là, c'est l'aspect qui doit primer, c'est l'aspect santé, c'est les contrôles que j'évoquais tout à l'heure. Monsieur Gay avait posé la question. 100 000 contrôles sont faits par an. 100 000, c'est quand même pareil. Certains me disent, mais il faut arrêter, il y en a beaucoup trop. 100 000 contrôles sont faits et nous veillons à ce que ce soit au standard européen. Monsieur Pointreau, pour 2 minutes. Président, Monsieur le ministre, mes chers collègues. Monsieur le ministre, je suis inquiet, voire très inquiet, du devenir de notre agriculture et de nos jeunes agriculteurs. Nous parlons aujourd'hui du marché international. Si notre pays maintient sa place de premier producteur agricole dans l'Union européenne, avec une prédominance dans les marchés des céréales et bien évidemment celui du vin, il ne cesse de perdre néanmoins des parts de marché sur le commerce alimentaire mondial, que ce soit pour l'élevage ou les céréales. Concernant notre position internationale, nous étions deuxième exportateur. Aujourd'hui, nous sommes au 5e rang. Au niveau mondial, au niveau européen, nous étions au 1er rang, maintenant au 3e. Monsieur le ministre, comment avons-nous pu laisser notre agriculture emprunter cette pente descendante? Les raisons, nous les connaissons. En partie, une surabondance de normes réglementaires et administratives européennes et franco-françaises, un trop-plein de charges qui pèsent sur la compétitivité, mais je pense surtout que depuis 2011, les gouvernements successifs ont tout simplement lâché l'agriculture. Aujourd'hui, nos agriculteurs ne demandent pas l'aumône, mais des prix rémunérateurs. Or, nous sommes dans un système de prix mondialisé, avec des contraintes nationalisées et européanisées, qui non seulement ne permet pas de tirer profit de la qualité et la traçabilité de nos produits, mais surtout de répondre à leurs attentes en termes de prix. Monsieur le ministre, nous devons sortir de notre dépendance au marché de Chicago, qui fait la pluie et le beau temps et qui fait le prix mondial, notamment pour les céréales, avec son lot de fake news qui tire les prix vers le bas, auxquels s'ajoutent évidemment les difficultés liées à l'embargo de la France vis-à-vis de la Russie. Pour cela, il faut que la France exige la mise en place d'un marché boursier en Europe destiné aux productions de qualité correspondantes à nos normes pour un marché mondial de qualité. Monsieur le ministre, pouvez-vous être porteur d'un tel projet? Sinon, quelles sont vos propositions permettant à notre agriculture de reconquérir sa place sur les marchés internationaux? Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le questeur Pointreau. Je partage la volonté de faire en sorte que la France et l'Europe soient les premiers. Mais c'est Euronext, tout simplement. Aujourd'hui, la France reste encore le premier producteur et exportateur de céréales en Europe. Nous sommes toujours le premier. Est-ce que notre avance est toujours aussi importante? Non, elle ne l'est pas. Nous avons eu la chance, je le disais tout à l'heure, qu'en 2018, nous ayons eu un excédent, et c'est parti pour des raisons conjoncturelles, dans les pays arabes et au Maghreb. Et là, ça nous a fait plus 1,5 milliard d'euros de balance supplémentaire. Mais si je regarde la courbe, hormis cet aspect-là, c'est totalement différent. Mais nous sommes encore le premier. 60% de notre production est exportée. Et on sait très bien, vous l'avez dit, que sur la référence sur le marché de Chicago, c'est pas ce qui est la meilleure solution. Aujourd'hui, nous travaillons sur le marché de la mer Noire, et je pense que l'Union européenne,
plus la mer Noire, est supérieur au marché et aux transactions qui se font à Chicago. Vous avez raison. Là-bas, c'est intéressant sur le volume. Nous sommes plus intéressés sur les prix. Donc notre souhait, le souhait de la France, la stratégie que nous avons, avec les filières évidemment, avec lesquelles nous parlons régulièrement, c'est de plus travailler sur l'aspect européen et sur l'aspect Euronext. Nous n'avons pas à rougir de ce que nous faisons. Nous ne sommes pas dans la dépendance commerciale avec Chicago, avec les pays d'outre-Atlantique. Nous n'avons rien comment dire, nous pouvons être compétitifs. Vous avez évoqué à plusieurs reprises les uns et les autres les boulets aux pieds, les normes, les difficultés que nous avons. Je ne les mésestime pas. Mais aujourd'hui, sur ce marché-là et sur le marché de céréales, nous restons le premier en Europe et le premier exportateur. Et nous avons la possibilité, si nous mettons, oui, mais je suis d'accord avec vous, si nous mettons plus en avant ce qui se passe au niveau d'Euronext entre la France, l'Europe et la mer Noire, je pense que nous avons la possibilité, encore pendant de nombreuses années, à être plutôt en haut. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Houpert, pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la multiplication des accords de libre-échange touchant les produits agricoles inquiète tous nos concitoyens. Les termes de ces accords semblent conduire notre agriculture dans une situation inextricable où l'on répliquerait hors des frontières de l'Union européenne un principe de libre circulation sans les garde-fous que la construction européenne vise précisément à garantir. Nous tremblons à l'idée d'ouvrir notre table à des pays qui, sous tous les points sensibles pour la compétitivité de nos producteurs et pour la qualité de l'alimentation de nos concitoyens, promettent trop systématiquement de considérables risques sans les outils de maîtrise que nous nous efforçons avec tant de difficultés à construire en Europe. Jusqu'alors, Monsieur le Ministre, vous répliquiez que l'on ne peut souhaiter exporter en refusant d'importer. C'est un peu caricatural. Nous refusons un cadre où nous devrions importer beaucoup plus pour exporter seulement un peu plus et voir ainsi s'accentuer le déclin de notre excédent commercial. Nous refusons également des accords qui ne seraient pas assortis de garanties effectives quant aux engagements sanitaires et phytosanitaires qu'ils comportent. Et je me bornerai, Monsieur le Ministre, à faire 2 demandes. La première sur la réalisation par l'Union européenne d'un audit sérieux sur les contrôles sanitaires aux frontières réalisés par les États membres, en lieu et place de l'habituelle collection de fiches pays proposée par l'Office alimentaire et vétérinaire européen, tout à fait insusceptible de fonder une appréciation sur la qualité des contrôles. Du moins, faut-il l'espérer, car aux Pays-Bas, on recense 25 douaniers pour contrôler les flux commerciaux de plus de 160 milliards de dollars. Quels sont donc les gages de sérieux de ce contrôle ? Deuxième demande, que face à la considérable dégradation de la position de la France sur le marché national des produits agricoles, le gouvernement s'attache à mettre en place le plus rapidement possible une stratégie complète de reconquête de nos positions. Le Premier ministre a indiqué vous avoir demandé de mandater France Agrimaire à l'effet d'établir un diagnostic fin sur ce point. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, en ce sens, nous indiquer selon quelles modalités vous entendez nous associer, la représentation parlementaire, à cette étape nécessaire à la reconquête de notre rang. Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. D'abord, je reviens à ce que j'ai dit à plusieurs reprises cet après-midi, mais les accords de libre-échange ne sont pas aujourd'hui en place et la distorsion, elle existe avec les étrangers. Pas pour tous, il y a des filières qui ne se plaignent absolument pas. Filière vin et spiritueux, par exemple, ne se plaint pas. Toute la partie fromage et lait ne se plaint absolument pas de ce qui se passe, les échanges entre le Canada et la France et l'Union européenne, évidemment. Mais le secteur du bœuf s'en plaint beaucoup, et ils ont raison de s'en plaindre, ils ont raison d'avoir ces craintes. Mais je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il est hors de question d'importer beaucoup plus pour exporter simplement un peu plus. Ce n'est pas la position de ce gouvernement. Nous voulons importer le moins possible et exporter le plus possible. Mais nous ne pouvons pas fermer nos frontières d'un côté et vouloir qu'elles soient ouvertes de l'autre. Donc sur les 2 sujets que vous avez posés. Sur le CETA, votre première question, la réponse est oui. Votre demande est exaucée, puisque pour le CETA, les contrôles se font non plus pays par pays, mais à l'échelle européenne. C'est absolument indispensable, parce qu'on a des petits amis qui parfois peuvent jouer un drôle de jeu aussi. Donc c'est pour ça que nous allons regarder, et c'est l'Union européenne
qui est la base pour les contrôles, et c'est plus État par État. Et sur le deuxième sujet, sur le diagnostic, nous sommes en train de travailler. Dès que nous serons un peu plus au point par rapport à la proposition qui avait été faite dans sa déclaration de politique générale du Premier ministre, évidemment, nous reviendrons vers le Parlement, vers l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de tirer tous dans la même direction. La volonté que nous avons, c'est une agriculture plus compétitive, une agriculture qui rémunère ses agriculteurs, une PAC, on n'en a pas parlé cet après-midi, mais enfin, beaucoup de choses vont dépendre de la PAC que nous voulons beaucoup plus forte encore qu'elle ne l'est aujourd'hui et beaucoup plus simple, et puis une agriculture qui exporte, et nous avons tous la volonté d'aller dans cette direction. Pour conclure le débat, la parole est à Madame Sophie Primas pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La passion qui a animé l'ensemble des discours entendus cet après-midi constitue la preuve de l'importance du débat que nous venons d'avoir. Les tendances de fond qui bouleversent notre agriculture justifiaient, cher Laurent Duplomb, un rapport tirant la sonnette d'alarme. Permettez-moi donc de remercier l'ensemble du groupe d'études agriculture et alimentation du Sénat et son président Laurent Duplomb pour avoir relevé ce défi. Ce cri d'alarme a été entendu dans nos campagnes. Pas un déplacement, pas un échange avec les agriculteurs sur le terrain sans que ce rapport soit mentionné. En réalité, il traduit une inquiétude profonde du monde agricole. Edgar Pisani, permettez-moi de regarder dans le rétroviseur, Monsieur le ministre de l'Agriculture sous Charles de Gaulle, aurait-il pu imaginer que la France ne serait plus le premier exportateur agricole européen ? Christian Bonnet, sous Valéry Giscard d'Estaing, Michel Rocard, pendant les septennats de François Mitterrand, aurait-il pu seulement croire que la France connaîtrait un déficit commercial agricole avec ses voisins européens? Et quand Jacques Chirac nous invitait à manger des pommes, la France n'importait pas, comme c'est le cas aujourd'hui, la moitié de ses fruits et légumes. Cette dégradation rapide de nos positions agricoles sur les marchés mondiaux est aujourd'hui une réalité. C'est un drame pour nos agriculteurs, bien sûr, qu'il faut rappeler, pour qui il faut rappeler tirent 25% de leurs revenus des exportations françaises. C'est d'ailleurs peut-être l'un des malentendus de la loi Egalim. Résoudre le problème du revenu de l'agriculteur en ciblant uniquement les ventes opérées par la grande distribution, c'est un peu court, aurait dit Cyrano. Notre agriculture a besoin d'excellence et de compétitivité pour exporter. Plus largement, cette dégradation est surtout dommageable pour la France et in fine contradictoire aux demandes sociétales. Comment peut-on assurer la sécurité sanitaire de nos concitoyens en ayant un recours à des importations dont je confirme que nous ne pouvons contrôler avec certitude la conformité, non pas aux normes de qualité, mais aux normes de production qui sont les nôtres? Comment peut-on s'engager résolument en faveur d'une politique environnementale ambitieuse et se satisfaire de l'explosion du transport en cargo de denrées traitées parfois avec des molécules non autorisées en France? À l'heure de conclure ce débat, je me félicite que nous partagions tous, quelles que soient nos étiquettes politiques, ces inquiétudes. Monsieur le ministre, vous êtes conscient de la situation et je vous remercie de vous être plié à cet exercice en répondant à nos questions si diverses. Toutefois, Monsieur le ministre, il faut que paroles et actes soient convergents. Malgré la sympathie que vous inspirez, je voudrais rappeler quelques éléments. Dans la signature à marche forcée des accords de libre-échange, certes commencés sous d'autres mandats, où l'agriculture française est à chaque fois la variable d'ajustement de l'Union européenne, vous allez accroître la part des importations dans la consommation des Français. Le CETA ne pose pas de problème de qualité des produits qui nous sont importés. Il pose un problème de concurrence, de modèle de production et d'incohérence entre ce que nous demandons à nos agriculteurs et ce que nous acceptons des agriculteurs venus du Canada. Alors, ce n'est pas tout, parce qu'avec ce qui s'apparente à une nouvelle renationalisation de la PAC, vous allez également accentuer les concurrences déloyales au sein même de l'Union européenne. Avec la réduction du budget de la PAC au niveau historiquement bas, vous semblez considérer que l'indépendance alimentaire de la France n'est pas suffisamment stratégique, alors même que pour les autres grands États, on voit augmenter leur budget agricole dans ces dernières années. Non, Monsieur le ministre, nous ne pouvons plus affaiblir ni le revenu des agriculteurs, ni leur capacité d'investissement. Il est urgent de réagir
En favorisant les exportations, c'est une voie, et donc en érigeant la compétitivité de notre agriculture au rang de priorité nationale. Nous sommes un grand pays agricole et le moment que nous vivons est stratégique, mes chers collègues. L'agriculture est à la convergence des grands défis auxquels nous devons collectivement faire face. Elle est la plus performante du monde en termes de qualité sanitaire, nutritionnelle, en termes d'innovation. Elle peut répondre aux enjeux de transition énergétique. Elle peut répondre aux enjeux d'une économie toujours plus circulaire. Elle peut répondre aux enjeux d'une économie durable. Et sur tous ces domaines, nous pourrons avoir une agriculture exportatrice de nos produits et de nos savoir-faire. Et enfin, elle répond aux enjeux de fractures territoriales qui sont au cœur de nos problématiques locales en France. La meilleure façon de réaliser ces rêves, disait Paul Éluard, est de se réveiller. Alors, mes chers collègues, Monsieur le ministre, collectivement, réveillons-nous. Voilà pour ce débat sur l'agriculture qui s'est tenu la semaine dernière au Sénat et que nous diffusons aujourd'hui, alors que les agriculteurs sont dans la rue pour pousser un véritable cri de détresse et notamment protester contre les accords de libre-échange que sont le CETA ou encore le Mercosur à venir. Le CETA pose un problème de concurrence de modèles de production et d'incohérence entre ce que nous demandons à nos agriculteurs et ce que nous acceptons des agriculteurs venus du Canada, a d'ailleurs déclaré la semaine dernière Sophie Primas, la présidente de la Commission des affaires économiques. Elle s'est fait l'écho des inquiétudes des agriculteurs. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.